Bonjour, je suis Between the Books et dans cette vidéo, nous allons découvrir un extrait d'un discours de Cicéron. Pour préciser un peu les choses, il s'agit de l'exorde de la première catilinaire. L'exorde correspond à l'introduction du discours. Ça a pour but, en général, de capter l'attention des auditeurs et de se concilier leur bienveillance. C'est pour ça qu'on parle de captatio benevolentiae. Alors, pour planter un petit peu le décor de cette première catilinaire, on va parler de la conjuration de Catilina. Depuis 67 avant Jésus-Christ, une grave crise économique et politique agite Rome. Beaucoup de jeunes gens, issus des familles nobles, sont couverts de dettes, mais ils restent ambitieux. Catilina est lui-même issu d'une de ces familles patriciennes déchues. C'est un aventurier sans scrupules, sur qui circulent de nombreuses rumeurs. Il échoue à l'élection du consulat en 63, et donc il se prépare à renverser la République. Pour cela, il prépare des incendies à Rome, recrute une petite armée en Étrurie, enlève une seconde en Apulie, accumule des armes à Fésule et projette même l'assassinat de Cicéron. Ce dernier, mis au courant, alerte le Sénat. Faute de pouvoir faire arrêter Catilina par manque de preuves réelles, Cicéron convoque le Sénat le 8 novembre 63, non pas à la Curie, qui est le lieu traditionnel de réunion du Sénat, mais dans le temple de Jupiter Stator au pied du mont Palatin. En présence de Catilina en personne, il prononce la première catilinaire. Alors, l'objectif de Cicéron, c'est de faire peur à Catilina. Faire peur à Catilina pour qu'il se découvre et qu'il fuit. Le soir même, Catilina quitte Rome, ce qui signifie que Cicéron a réussi sa mission. Il quitte Rome et rejoint les rebelles, en devenant ainsi un hostis publicus, c'est-à-dire un ennemi public. Passons maintenant au texte. Je ne vais toujours pas vous faire traduire ce texte, on va toujours l'observer pour voir son fonctionnement. La traduction que j'utilise ici est toujours libre de droit et toujours disponible sur le site Itinera Electronica. Quo usque tandem abutere Catilina patientia nostra, quam diu etiam furor iste tuus nos eludet, quem ad finem sese effrenata iactabit audacia. Nil ne te nocturnum praesidium palati, nil urbis vigiliae, nil timor populi, nil concursus bonorum omnium, nil hic munitissimus abendi senatus locus, nil orum ora voltusque moverunt? Patere tua consilia non sentis, constrictam iam aurum omnium scientia teneri coniurationem tuam non vides? Quid proxima, quid superiore nocte egeris, ubi fueris, quos convocaveris, quid concilii ceperis, quem nostrum ignorare arbitraris? O tempora o mores, senatus aec intellegit, consul videt, hic tamen vivit. Vivit, immovero etiam in senatum venit, fic publici concilii particeps, notat, et designat oculis ad caedem unum quemque nostrum. Nos, autem fortes viri, satisfacere rei publicae videmur, si istius furorem actela vitemus. Ad mortem te, Catilina, duci iussu consulis iam pridem oportebat, in te conferi pestem, quam tu in nos omnes iam diu machinaris. Annuero, vir amplissimus Publius Scipio Pontifex Maximus Tiberium Gracchum mediocriter labefactantem statum rei publicae privatus interfecit. Catilinam, orbem terrae caede, adque incendis vastare cupientem, nos consules perferemus? Nam illa nimis antiqua praetereo, quod Caius Servilius Ahala, spurium maelium novis rebus tudontem manus va occidit. Fuit ista quondam in acre publica virtus, ut viri fortes acrioribus suppliciis quivem perniciosum, quam acerbissimum ostem coercerent. Habemus senatus consultum in te, Catilina, vehemens et grave, non de est rei publicae concilium, neque auctoritas uius ordinis. Nos dico aperte consules desumus. Jusqu'à quand abuseras-tu de notre patience, Catilina? Combien de temps encore serons-nous le jouet de ta fureur? Jusqu'où s'emportera ton audace effrénée? Quoi?
ni la garde qui veille la nuit sur le mont Palatin, ni les forces répandues dans toute la ville, ni la consternation du peuple, ni le concours de tous les bons citoyens, ni le lieu fortifié choisi pour cette assemblée, ni les regards indignés de tous les sénateurs, rien n'a pu t'ébranler? Tu ne vois pas que tes projets sont découverts, que ta conjuration est ici environnée de témoins enchaînés de toutes parts? Penses-tu qu'aucun de nous ignore ce que tu as fait la nuit dernière, et celle qui l'a précédée, dans quelle maison tu t'es rendu, quels complices tu as réunis, quelle résolution tu as prise? Autant aux mœurs, tous ces complots, le Sénat les voit, le consul les voit, et Catilina vit encore? Il vit, que dis-je, il vient au Sénat, il est admis au Conseil de la République, il choisit parmi nous et marque de l'œil ceux qu'il veut immoler. Et nous, hommes pleins de courage, nous croyons faire assez pour la patrie si nous évitons sa fureur et ses poignards. Depuis longtemps, Catilina, le consul aurait dû t'envoyer à la mort et faire tomber ta tête sous le glaive dont tu veux tous nous frapper. Le premier des Gracques essayait contre l'ordre établi des innovations dangereuses. Un illustre citoyen, le grand pontife Publius Scipion, qui cependant n'était pas magistrat, l'en punit par la mort. Et lorsque Catilina s'apprête à faire de l'univers un théâtre de carnage et d'incendie, les consuls ne l'en puniraient pas. Je ne rappellerai point que Servilius Ahala, pour sauver la République des changements que méditait Spurius Medius, le tua de sa propre main. De tels exemples sont trop anciens. Il n'est plus ce temps où de grands hommes mettaient leur gloire à frapper avec plus de rigueur un citoyen pernicieux que l'ennemi le plus acharné. Aujourd'hui, un sénatus consulte nos armes contre toi, Catilina, d'un pouvoir terrible. Ni la sagesse des conseils, ni l'autorité de cet ordre ne manquent à la République. Nous seuls, je le dis ouvertement, nous seuls, consuls sans vertu, nous manquons à nos devoirs. Alors déjà, la première surprise pour cet exorde, Cicéron ne prend absolument pas la peine de capter la bienveillance de son auditoire. En fait, on n'a pas de captatio benevolentiae traditionnel. Il commence directement son discours, in medias res, comme on dit, et donc on va parler d'exorde ex abrupto. Cet exorde est composé ici de deux parties. Ça s'ouvre sur une série de questions qui s'adressent directement à Catilina, puis Cicéron s'adresse aux sénateurs pour les encourager à condamner Catilina par des exemples. Alors on peut être surpris par la violence de cette première partie du discours. Il s'agit bien ici d'une invective, on parle même d'un style comminatoire, c'est-à-dire dont l'objectif est d'intimider. Le discours, directement adressé à Catilina, s'ouvre par une deuxième personne du singulier, et par une série de 4 phrases interrogatives. La première interrogative souligne l'indignation par une série de 3 questions rapides, quo, quamdiu, quem ad finem. L'objectif est évidemment de frapper les esprits, en particulier des sénateurs présents. Le vocabulaire employé est aussi très frappant. Abutere, furor, effrenata audacia sont des mots extrêmement péjoratifs. Catilina est présentée ici comme un animal dangereux, comme un cheval qui n'obéit plus au frein avec l'adjectif effrenata. Alors on poursuit avec l'anaphore de nihil dans une interrogative. Ici, Cicéron énumère les mesures prises par Cicéron et le Sénat dans l'ordre où Catilina a dû les apprendre, et on voit une sorte de resserrement progressif de la focale sur le Sénat et le moment précis du discours. Et c'est montré à la fin par le démonstratif aurum, qui ici sert à désigner presque du geste, parce que aurum est un démonstratif qui souligne la gestuelle, donc qui désigne ici du geste les sénateurs présents. La troisième phrase interrogative, la troisième question, commence par le verbe patere, à l'infinitif. Ici, ça veut dire être découvert. Ce qui est révélé, c'est évidemment le complot, comme l'indique le vocabulaire avec concilia et conjurationem, ce qui signifie donc les conseils et la conjuration. La responsabilité de Catilina est indiquée, soulignée par le possessif tua et tuam. La dernière question adressée à Catilina accumule les détails de révélation du complot sous forme d'une série d'interrogatives indirectes. Quand, où, qui, quoi. Ici, Cicéron cherche à prouver qu'il en sait beaucoup plus que ce qu'imagine Catilina,
et qu'il est au courant de tous les détails de l'affaire. Alors, la deuxième partie commence par une exclamative qui est devenue très célèbre, O tempora, o mores. Ici, cette exclamative sert à montrer l'indignation pathétique de Cicéron. Ici, pathétique, c'est pas à entendre au sens péjoratif qu'on lui donne aujourd'hui, mais bien l'indignation qui cherche à créer de la pitié. Et de la pitié, là, il plaint, il a de la pitié pour sa patrie. Les 3 phrases courtes qui suivent sont juxtaposées, sans coordonnant. Et en latin, l'absence de coordonnant est souvent très fort, parce que les latins coordonnaient toutes leurs phrases. Donc comme le coordonnant est absent, cela souligne le lien entre les phrases. Ici, ça souligne évidemment l'indignation, d'autant que le verbe vivit, il vit, est répété sous forme interrogative. Cicéron renchérit avec la locution immo vero etiam. Le scandale de la présence de Catilina est montré par les 2 mentions in senatum et publici concilii particeps. Donc il est bien au sein du Sénat et il participe au conseil public, ce qui est ici le scandale de sa présence. Catilina apparaît aussi comme un être sanguinaire puisqu'il désigne au sein même du Sénat ses futures victimes, destinées en quelque sorte à l'abattoir, avec notat, donc il note, designat oculis, donc il désigne avec les yeux, ad caedem au massacre. Cicéron veut évidemment susciter la peur chez les sénateurs pour qu'ils se sentent en danger au sein même du Sénat. Évidemment, la phrase qui suit montre que Cicéron n'épargne pas non plus les sénateurs. Il va même faire preuve d'ironie, toujours pour susciter leur indignation et les engager à l'action. Alors qu'ils étaient présentés jusque-là comme des victimes potentielles, et qu'il avait déjà souligné leur inactivité, il va s'inclure dans le groupe par la première personne du pluriel, avec nos, mais évidemment aussi avec les formes verbales videmur et vitemus, qui sont toutes les deux à la première personne du pluriel. Alors, évidemment, il s'inclut dans ce groupe puisque lui-même a été menacé de mort, puisqu'il a échappé de peu à un assassinat. L'ironie est surtout présente quand il qualifie les sénateurs et donc lui-même de fortes viri, c'est-à-dire d'hommes courageux, alors même qu'il démontre leur inertie. Cicéron en arrive à la conclusion qu'il faut tuer Catilina. Pour cela, il s'adresse de nouveau directement à lui, en commençant par ad mortem, qui signifie à mort. Donc ici, dès cette ouverture, il annonce pour lui la condamnation. Cicéron déplore l'inertie du Sénat par le verbe oportebat. Alors ici, c'est un imparfait, il fallait, mais en latin, il a aussi une valeur de conditionnel passé, il aurait fallu. Et ça, c'est par contraste avec le présent machinaris, tu complotes, donc l'action de Catilina est au présent, alors que l'action du Sénat est au conditionnel passé. On voit bien aussi l'opposition entre ce Sénat et Catilina avec le jeu des pronoms inte contre toi et innos contre nous. Alors, ici, on voit bien aussi une opposition singulier-pluriel. Catilina est bien seule contre le groupe des sénateurs. Cicéron cherche à exclure Catilina de ce groupe pour l'isoler, mais aussi pour forcer les sénateurs à se mettre de son côté, à lui. Cicéron fait appel ensuite à 2 exemples tirés du passé. Donc ça, c'est assez commun dans la rhétorique latine. On va faire appel à ce qu'on appelle des exempla, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur des exemples passés pour justifier une démonstration. Ici, il fait référence à Scipion qui fait tuer Tiberius Gracchus et Servilius Ahala qui fait tuer Spurius Melius. Or, ces 2 exemples, enfin surtout le premier, est qualifié de médiocritaire. Donc, l'action de Tiberius Gracchus est médiocritaire, c'est-à-dire plus médiocre, plus moyenne, comparée à Catilina qui s'apprête à faire un carnage. Alors, le vocabulaire employé par Cicéron est extrêmement fort, puisqu'on a orbem, terrae, caede, atque, incendis vastare, donc qu'il va dévaster le monde entier par ses meurtres et par ses incendies. Donc ici, on est à la limite où on est même dans l'hyperbole, et le contraste souligne évidemment le scandale de l'inertie du Sénat, puisque dans le passé on réagissait pour bien moins que ça.
Alors on peut observer un chiasme entre quivem perniciosum, donc le citoyen pernicieux, et acerbissimum ostem, donc on a le chiasme dans la forme des mots, mais on a aussi une forme d'opposition puisque l'adjectif perniciosum est au degré 0, c'est-à-dire c'est l'adjectif, et acerbissimum c'est un superlatif. Donc ici, Cicéron cherche à montrer la priorité qui doit être portée à traiter les cas des ennemis de l'intérieur face à l'ennemi de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a une forme de gradation. Le pire ennemi extérieur est toujours moins grave que l'ennemi intérieur. Cicéron achève cet exorde par une dernière attaque contre les sénateurs en insistant sur leur immobilité par la répétition de nos. Évidemment, il s'inclut toujours dans cette catégorie. Et le verbe desumus, nous manquons, nous faisons défaut à nos devoirs, qui s'oppose évidemment à non deest rei publicae, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui fait défaut à la République. Le problème, c'est pas les lois, le problème, ce sont les sénateurs. L'objectif, c'est donc bien de les contraindre à l'action par la honte et par la peur. Alors on pourrait parler encore longtemps de ce seul extrait parce que le style de Cicéron est d'une richesse incomparable. On pourrait analyser chaque mot et chaque place de ces mots. Ici, j'ai voulu parcourir de façon rapide le texte. Ce que nous avons vu, c'est que Cicéron prononce un discours violent à l'encontre de Catilina, qu'il considère comme un ennemi public. Son objectif est double, intimider Catilina pour le pousser à se découvrir, mais aussi frapper les esprits des sénateurs en les inquiétant et en suscitant leur indignation. Si ce discours a été efficace, puisque Catilina fuit et que c'était le résultat attendu par Cicéron, il faudra quand même à l'orateur encore 3 autres discours, en particulier devant le peuple, pour venir à bout de cette conjuration. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je rappelle toujours que la prononciation du latin n'est pas une prononciation reconstituée, qu'ici vous avez un aperçu de ce qu'on peut faire comme analyse de texte, que ce n'a pas pour vocation d'être absolument complet, mais j'espère quand même que cette initiation à la littérature latine continue de vous plaire. Je vous dis à bientôt pour la découverte d'un autre texte antique. Au revoir.